Armelle, Ronan, merci d'abord de votre disponibilité. On est très, très heureux de vous accueillir ici. C'est évidemment une rencontre un peu particulière. On aurait aimé l'envisager différemment, mais voilà, c'est déjà une chance. Donc, on est assez impatient de vous écouter sur les deux sujets qu'on va aborder lors de ce rendez-vous. Un point rapide sur la course, sur le Vendée Globe d'abord, et puis l'idée, c'était d'échanger avec vous sur ce grand projet de futur bateau amiral. Et merci pour conclure à Guillaume, Guillaume Ballon au sponsoring Banque Populaire, à qui je passe la main pour animer cette rencontre. Merci Christine, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à cet échange. En effet, comme le disait très justement Christine, on va se permettre de faire un petit point course. Pourquoi? Parce que nous avons avec nous simplement Armelle, dernier détenteur enfin simplement, c'est un peu léger, pardonnez-moi, dernier détenteur du Vendée Globe et grand maître Manitou de cette course, et Ronan Lucas, donc, qui est le directeur du team Banque Populaire, que certains appellent, je sais qu'ils détestent, mais je suis obligé de le faire, le Jean Todt de la voile. C'est un souvenir de Michel Roux à l'époque où il était directeur du développement, qu'il appelait comme ça, rendant hommage à ses grandes qualités humaines et de gestionnaire d'une équipe sportive et technique. Le point, en fait, on a quelques questions qui nous sont déjà arrivées. Armelle, toi qui es donc le détenteur de cette course et qui a notamment accompagné Clarisse pendant 1 an pour qu'elle prenne en main ce bateau, parce que pour mémoire, elle avait surtout navigué sur un Mini. Un Mini, c'est un bateau qui fait 6,50 m. Je crois que l'IMOCA doit faire 7,50 m de large. Le Mini faisait 6,50 m de long. Donc, on voit un peu la différence. Comment trouves-tu qu'elle se débrouille, ton poulain, j'allais dire, depuis ce départ de course? Eh ben, plutôt bien. Elle a eu une première semaine un peu compliquée, mais comme pour tous les concurrents, avec une météo difficile. Il y a eu un premier passage assez violent. Au bout de 3-4 jours, ils ont eu des vents de 40 à 50 nœuds. Et puis ensuite, il y a une dépression tropicale qui a été un petit peu sur leur route au large des Açores, donc qui n'a pas facilité l'accès aux alizés. Donc Clarisse, elle a pris un peu tout ça tant bien que mal. On va dire qu'elle a affronté ces conditions qu'elle n'avait jamais finalement vécues sur ce type de bateau. C'est vrai qu'on avait navigué ensemble en 2019 sur notamment la Transat Jacques Vabre, mais on n'avait pas eu de conditions de vent aussi fortes. Donc ça a été un petit peu un premier début de course assez engagé. Elle a su intelligemment mettre le bateau en sécurité, entre guillemets, pour éviter de faire de bêtises et reprendre la course normalement ensuite. Et depuis, tout se passe bien. Elle a vraiment pris maintenant sa course à elle en main, avec des conditions qui sont beaucoup plus favorables depuis maintenant plusieurs jours. Et donc là, elle est justement dans un coin qui est soi-disant un peu plus calme en termes. Il y a moins de vent, je crois, beaucoup de pluie d'après les photos qu'elle envoyait ce matin. Dans quel état d'esprit se trouve-t-elle, elle, comme tous les autres skippers, sur cette partie avant de rentrer dans les grandes mers du Sud, toi qui es déjà passé par cet endroit-là? Oui, c'est une situation de transition finalement entre l'équateur, donc le début de l'hémisphère sud, et puis de rentrer finalement dans les mers du Sud dans une semaine à peu près pour elle. C'est des conditions en ce moment pas forcément faciles parce que le vent est très changeant, il y a beaucoup de grains, ils sont en train de traverser une espèce de front froid permanent, enfin on appelle ça le front froid permanent du Brésil, qui bloque un petit peu la situation. Donc en ce moment, pour tous les marins, c'est beaucoup de temps à passer à la table à cartes, à beaucoup manœuvrer. Alors il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de mer forte, ils sont plutôt en short t-shirt pour manœuvrer, mais c'est vrai que c'est pas forcément très rapide, c'est pas forcément idéal. C'est les conditions aussi pour profiter de checker le bateau, de vérifier justement qu'il n'y a pas de pépins ou de bricoles à faire. C'est le moment de les effectuer dans le cas si besoin, parce que d'ici 10 jours, ils seront vraiment dans les mers du Sud, dans la grosse partie du parcours, c'est-à-dire la plus difficile, avec l'océan Indien et l'océan Pacifique qui vont s'enchaîner dans des conditions plus hivernales, avec du froid, de la mer et des tempêtes.
Justement, tu parles d'un moment où ils peuvent checker le bateau. Ton adversaire de la précédente édition a quelques grosses difficultés techniques a priori sur son bateau. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir les vidéos. Quel est ton avis justement sur sa situation? Je parle bien évidemment du Gobos. Oui, Alex Thompson a effectivement, en faisant le tour de son bateau il y a 2 ou 3 jours, a constaté donc une avarie majeure au niveau de la structure avant de son bateau, donc une poutre en carbone qui était fissurée. Donc il a depuis presque 2 jours effectué des réparations et on a à bord des bateaux, et c'est le cas bien sûr pour Clarisse, du matériel de réparation. Elle aussi a effectué du composite après la première semaine de course. Donc ça fait partie des aléas de ce Vendée Globe et des Vendée Globe en général. C'est vrai qu'Alex, là, c'est une grosse réparation. A priori, ce matin, les dernières informations qu'il a envoyées, c'est pour dire qu'il avait terminé justement cette réparation et qu'il pouvait reprendre la course. Alors même si, pour ceux qui suivent de près le Vendée Globe actuellement, sa vitesse n'est pas très rapide, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de vent là où il se trouve avec les concurrents autour de lui. Mais c'est la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il va pouvoir reprendre ce Vendée Globe et puis rejoindre les mers du Sud, normalement avec un bateau en sécurité. Justement, question pour Ronan, de fait, qui rebondit au regard de la situation. Toi, qui es donc directeur du Team Banque Populaire, qui a suivi au-delà de la préparation sportive de Clarisse, la préparation technique de son bateau, l'as-tu au téléphone quand elle fait elle-même des checks de son bateau et quel lien arrives-tu à maintenir avec elle en mer et toi à terre? Aujourd'hui, on s'appelle pas, quasiment pas, comme sur les 2 précédents Vendée Globe avec Armel. Je pense qu'on avait dû se parler 1 ou 2 fois sur l'ensemble de la course. On fonctionne par messagerie, hein, comme on peut l'avoir à terre, messagerie WhatsApp par exemple. Là, en effet, on profite en ce moment pour checker le bateau. Le bateau, il est à 60% de son potentiel, a eu des tout petits dommages mineurs la première semaine de course, notamment dû à des petites fautes d'inattention et un peu de stress. Elle avait eu un réa qui sert à hisser les voiles qui avait été endommagé, elle a réparé ça. On a des messages quasiment tous les jours d'elle, mais c'est vraiment une partie du tour du monde, l'Atlantique Sud, là où les conditions sont plutôt sereines. Elle a des grains à gérer. Apparemment, elle en a eu pas mal cette nuit parce qu'elle nous a fait un petit message à 7 heures du matin pour dire qu'elle en avait marre des grains. Et, mais ça allait, le moral est bon et puis elle est plus concentrée sur la stratégie pour rejoindre les dépressions qui vont l'amener dans le sud où pour le coup c'est assez compliqué avec des zones avec pas beaucoup de vent à traverser. Et selon toi, a-t-elle prévu de monter comme d'autres de ses concurrents au Dumas où elle n'y montera que s'il y a un petit souci? Non, on évite de monter de manière générale au mât. C'est vraiment pas une partie de plaisir. Il faut avoir une bonne raison. Elle a prévu d'affaler la grand voile puis revoir si tout est en bon état au niveau de son hook de grand voile et du lashing, du cordage qui relie la voile au mât à cet endroit-là. Quand elle sera dans une zone où il n'y aura vraiment pas beaucoup de vent, mais pas de grimpette en vue pour nous. On espère que ça va continuer comme ça. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le Jean-Todt de la Voile, ou surtout le patron du Team Banque Populaire, tu es aussi l'un de ceux qui a repéré sportivement Clarisse avant qu'elle n'intègre le Team Banque Populaire avec ce projet Vendée Globe. Au regard de tout ce qu'elle vit actuellement, est-ce que les challenges que tu lui avais placés, mis pour ce départ, elle les relève comme il faut? C'est pas évident. Il faudrait demander à Armel comment il avait vécu son premier départ de Vendée Globe. Clarisse, on l'a senti les premiers jours assez stressé. La peur de l'échec aussi sans doute parce que le début de course était très tonique. Il y a eu 3 dépressions à traverser, donc elle avait pas mal de stress lié à ça. Et puis à un moment, on a senti qu'elle était vraiment rentrée dans la course, elle avait toutes les cartes en main pour que ça se passe bien. Elle a arrêté de stresser, on va dire, inutilement. Et maintenant, on voit qu'elle est pleinement dans sa course, qu'elle est sur sa stratégie,
sur le maniement de son bateau et la performance. Donc voilà, bien sûr, maintenant il va y avoir l'appréhension de rentrer dans le sud, mais comme tous les concurrents et c'est surtout tous les marins qui n'y sont jamais allés, il y a le sud, c'est les albatros, les grosses tempêtes et les icebergs. Donc c'est un sacré morceau qui va commencer d'ici une semaine. Merci Ronan. Armel, justement, alors comment as-tu vécu ce premier Vendée Globe, ton premier Vendée Globe? Il y a donc déjà 3 éditions. Oui, bah, ça date un peu effectivement. En 2008, j'avais pris le départ de mon premier Vendée Globe et c'est vrai que c'est toujours stressant de partir pour un tour du monde. Il y a beaucoup d'inconnus finalement. On ne sait pas comment va se passer la course, combien de temps on va mettre pour faire le tour du monde. Déjà, si on va réussir à aller jusqu'au bout. Il y a 12 ans, on s'était fait prendre aussi à froid avec une très grosse tempête dans la première nuit de la course où il y avait eu déjà 2 ou 3 abandons avec 2 dématages dans le golfe de Gascogne. Donc, c'est sûr que ce n'était pas des conditions idéales pour partir. C'est ce qu'ont rencontré Clarisse et les autres concurrents un petit peu cette année. Alors, pas tout de suite au départ. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un départ magnifique sous le soleil avec vraiment de belles images. Mais plus tard, bah, ça a été assez compliqué. Et après, effectivement, comme disait Ronan, hein, on rentre dans sa course, on retrouve ses marques à bord. Ils avaient quand même passé 3 semaines à terre sans naviguer. En plus, cette année confinée, donc c'était pas évident. Et je pense que maintenant, ça y est, tout le monde est vraiment sur son bateau, avec sa routine, la stratégie, les bricoles à faire. Enfin, voilà, on n'a pas enfin, on peut pas s'ennuyer sur ce début de course. Et ensuite, ils vont vraiment attaquer la haute montagne du Vendée Globe, c'est-à-dire les mers du Sud. Et c'est là où on va voir effectivement comment Clarisse va réussir à prendre ses marques et aussi les autres concurrents encore en course. Donc, eux vont rentrer dans les mers du Sud, mais l'actualité du Team Banque Populaire, c'est aussi la construction d'un très gros et très beau bateau que tous les deux vous supervisez. Ronan, que peux-tu nous dire sur la construction de ce nouvel ultime, donc le Banque Populaire, Maxi Banque Populaire 11, si je ne m'abuse, qui sera donc skippé par Armel une fois qu'il sera mis à l'eau. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme détail sur ce bateau, une taille, un poids, une hauteur? Alors, le bateau, il fait partie de la classe ultime. Donc, la taille maximum du bateau, c'est 32 mètres par 23 mètres de large. Nous, on a un tout petit peu plus étroit que 23 mètres pour avoir des grands safrans qui nous permettront de voler plus facilement. Et voilà, un mât qui culminera aux alentours de 37 mètres. Et voilà les grandes dimensions du bateau. J'ai vu une petite question passer tout à l'heure. Non, nous n'avons pas la cellule de vie aussi avancée que celle de Thomas Coville. On a choisi un autre concept qui nous va bien. Je vois Armel qui sourit. Et puis c'est Armel qui peut nous en dire un peu plus sur les choix qu'il a effectués pour ce beau bateau. Oui, bah, comme dit Ronan, c'est un bateau qui, dans ses dimensions, va ressembler au précédent. Maintenant, c'est vraiment une évolution 2.0 de ce qu'on avait en 2018. C'est vraiment un bateau sur lequel on a travaillé avec l'expérience du précédent. On a notamment des foils qui seront beaucoup plus grands que ce qu'on avait en 2018. Et puis, c'est un bateau sur lequel on a voulu vraiment avoir une capacité à pouvoir voler plus facilement en ayant un meilleur équilibre. Donc, ça va être tout l'enjeu des premiers essais de ce bateau dès le mois de mai. On va mettre le bateau à l'eau à Lorient donc au mois d'avril prochain. Et ensuite, vont s'enchaîner beaucoup d'entraînement et de mise au point pour être performant pour les premières courses. Et quelle sera donc cette première course ou ces premiers rendez-vous sportifs qui sont inscrits au tableau de ce bateau et du team? Les objectifs du team pour nous l'année prochaine avec ce bateau, c'est donc la Transat Jacques Vabre qui partira dans un an, au mois de novembre l'année prochaine, donc du Havre en double,
Aujourd'hui, on n'a pas encore la destination précise de la course à cause des conditions qu'on connaît tous dans le monde, mais la course aura lieu. Et puis ensuite, l'objectif pour sportif vraiment principal des 2 ans à venir, c'est la Route du Rhum 2022, d'aller chercher la victoire donc, sur cette grande course à la voile en solitaire. Et puis il y aura un Tour du monde en solitaire en 2023, ce sera vraiment le gros morceau du programme. Donc ce sera l'équivalent d'un Vendée Globe, mais là pour le coup sur des bateaux ultimes avec lesquels on pourra faire le tour du monde quasiment 2 fois plus vite que les IMOCA actuels, c'est-à-dire en à peu près 40 jours pour faire le tour du monde au départ de Brest et retour donc à Brest 40 jours plus tard si tout va bien. Alors, où en est justement avant qu'il puisse toucher l'eau, donc au mois d'avril, si j'ai bien entendu, où en est-il actuellement en termes de construction et comment tous les deux vous suivez ce projet-là? Je vais laisser Ronan répondre peut-être sur le chantier. Alors aujourd'hui, on a toutes les grandes pièces du bateau. La coque centrale et les 2 bras sont assemblés. Et d'ici une dizaine de jours, il y a le premier flotteur qui devrait venir se greffer, le flotteur tribord. Et d'ici la fin de l'année, il y aura le second flotteur. Alors la plateforme sera complète. Mais il restera encore énormément de travail parce que il y a toute l'installation de tous les périphériques, tout l'accastillage électronique, la motorisation, les filets, tout ce qui est aérodynamique. C'est un bateau sur lequel on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Comme les bateaux vont de plus en plus vite, on a énormément travaillé plein de carénage aéro pour essayer de ralentir au minimum la pénétration du bateau dans l'air. Et voilà, après, les grandes pièces que sont le mât, la baume, ont également été cuites et ils vont devoir être casquillés. Puis les appendices sont en cours de réalisation. On a déjà reçu un premier safran de flotteur qu'on va tester parce que des bateaux comme ça, aujourd'hui, on essaye de tout tester en amont, c'est-à-dire qu'on a un banc sur lequel on va appliquer la charge qu'il y aura en navigation sur le bateau pour voir s'il est bien construit, si ça correspond aux déformations qu'on a imaginées par le calcul. Donc ça avance bien, on est très content et on est dans le timing qu'on souhaite avoir pour pouvoir naviguer. Et comment, Armel, tu suis le projet de ton côté? Tu as toute la vie à bord, tout le concept des manœuvres, sans doute? Oui, c'est des éléments qu'on a déjà bien avancé avec toute l'équipe et le bureau d'études depuis plusieurs mois. Donc là, on est, comme disait Ronan, sur le montage de la plateforme qui se termine et puis ensuite, on va pouvoir monter vraiment tout le puzzle. Et là, je vais vraiment être disponible pour justement les techniciens du team et du chantier pour vraiment vérifier que tout est prévu comme on l'imaginait. On a même fait l'espace de vie et de manœuvre à l'échelle 1 en bois, donc une maquette il y a déjà plus d'1 an et sur laquelle on a apporté d'énormes évolutions. Donc ça devrait ressembler vraiment à ce qu'on aura sur le Banque Populaire 11. Donc moi je passe à Lorient, voilà, pas tous les jours, mais régulièrement pour faire le point avec l'équipe et notamment sur les questions ou les demandes du team. Moi je travaille aussi, j'ai un gros chantier, moi, c'est la préparation physique, parce que pour pouvoir en équipage, mais encore plus après en double et en solitaire, ça demande une capacité physique importante. Donc, tout le travail pour moi en ce moment, c'est de me préparer physiquement tout l'hiver. Donc, on a déjà bien commencé là depuis 3 semaines avec mon préparateur physique et donc on enchaîne comme ça les séances au quotidien pour être en pleine forme quand le bateau sera à l'eau et ensuite enchaîner le programme que j'ai énoncé tout à l'heure. Alors, sans dévoiler les secrets de cuisine, vos secrets à tous les deux de cuisine, quelles seraient les différences majeures entre son petit frère BP9, Banque Populaire 9, l'enseigne ultime, et celui-ci? Ça va déjà, on l'a dit tout à l'heure, sur la stabilité du vol, c'est avoir la capacité d'avoir un vol, donc le bateau hors de l'eau, à quelques dizaines de centimètres au-dessus de l'eau pour être un peu plus rapide et donc d'avoir une meilleure stabilité. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à
on espère en tout cas progresser à faire sur ce nouveau bateau. On travaille notamment avec un simulateur qui nous permet d'étudier le comportement du bateau dans différentes situations. On a énormément de données déjà qui nous sont plutôt favorables à ça. Et puis après, comme disait Ronan, sur la partie aéro, donc sur le pont, surtout la partie au-dessus de l'eau, on a vraiment un carénage qui va nous permettre aussi de progresser en fluidité de l'air sur le pont et donc d'un bateau qui devrait être aussi plus performant. Et puis bien sûr, on a l'expérience douloureuse de la route du Rhum où on a cassé, donc le bateau s'est cassé au niveau du bras avant. Donc là aussi, on a travaillé bien sûr sur le retour d'expérience et su améliorer justement la résistance au niveau de tous ces endroits un peu soumis à de forts impacts, en améliorant notamment aussi la capacité à avoir des indicateurs à bord, des capteurs comme de la fibre optique qui vont nous permettre en navigation d'avoir, en cas de choc, d'avoir tout de suite rapidement d'informations nous donnant les problèmes détectés. Justement, je reviens sur la partie des préparations physiques dont tu parlais juste avant. Tu as remporté cet été pour la 3e fois la Solitaire du Figaro, donc tu rentres dans le club très restreint des triples vainqueurs de cette grande course. Est-ce que ça participe à tes objectifs de préparation physique et mentale, justement, avec tes prochains rendez-vous autour de ce gros bateau? Oui, complètement, hein. C'était vraiment l'objectif avec Banque Populaire quand on a relancé le programme à la fin de 2018. C'était en attendant la construction, la mise à l'eau de Banque Populaire 11, c'était pour moi de rester affûté sportivement à la fois à terre mais aussi sur l'eau. Et donc, c'est vrai que pour moi, le circuit Figaro était idéal pour notamment toute la gestion du solitaire en mer, le sommeil, l'alimentation, le stress, la météo, la stratégie. Donc voilà, pendant 2 années, j'ai beaucoup navigué sur ces plus petits bateaux, même s'ils font quand même 10 mètres de long. Et c'est vrai que c'était intéressant et puis surtout sportivement vraiment très content d'avoir remporté cette grande course pour vous tous, hein, pour le team. Et c'est vrai qu'on avait une année 2018 compliquée, donc retrouver comme ça la victoire et de bons résultats, ça met vraiment en confiance pour les semaines et les mois à venir. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. Caroline, est-ce que je te laisse reprendre la main sur cette partie-là? Ça bipait beaucoup, donc c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne Pas mal de chose. Pas questions. simple, hein, pas simple, mais c'est une bonne chose. Alors, on a eu pas mal de questions effectivement sur les conditions climatiques et les conditions à bord. Armelle, comment tu as transmis tout ça à Clarisse pour faire un petit peu et comment elle le vit aujourd'hui? Comment peut-être que Ronan pourra répondre à cette deuxième question. Comment elle a vécu son stress et comment elle le gère aujourd'hui? Il y a un gros travail qui est fait avant de partir, hein, surtout pour Clarisse, déjà sur la connaissance du parcours, la gestion de la météo. Donc, elle a travaillé avec notamment Jean-Yves Bernot, donc, qui s'occupe de différents coureurs au Pôle France de course au large à Port-la-Forêt, donc pour mettre en place un espèce de roadbook météo, donc pour pouvoir justement avoir la capacité en mer de pouvoir choisir la meilleure route possible en fonction de la situation météo qu'elle rencontre. Il ne faut pas oublier que tous ces marins du Vendée Globe n'ont pas de routage, hein, n'ont pas d'assistance météo pendant tout ce tour du monde. Et puis, après, sur cette partie du parcours jusqu'au Brésil, hein, jusqu'au large de Bahia, finalement, c'est très similaire à ce qu'on a fait ensemble l'année dernière, c'est-à-dire, à part le début de course qui était compliqué pour elle, les conditions météo sont relativement proches, c'est-à-dire les alizés, le passage du poteau noir et ensuite l'hémisphère sud. Donc c'est quelque chose qu'elle connaissait plutôt bien. En tout cas, elle avait eu l'expérience. On a vu l'expérience ensemble l'année dernière. Maintenant, c'est tout ce qu'elle fait depuis maintenant 1 ou 2 jours. C'est vraiment nouveau, c'est l'inconnu et elle découvre voilà, en réel son tour du monde. Et donc, quel est pour toi ton pire et ton meilleur souvenir de cette course, justement, qu'on pourra peut-être projeter à Clarisse à son retour? Alors, mon plus beau souvenir, c'était l'arrivée en 2017, bien sûr, hein, la victoire avec toute l'équipe et tous les gens qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés pour gagner ce Tour du Monde après 3 tentatives. Et puis, un des plus mauvais souvenirs, c'était l'accident de Liane Eliès, donc sur mon premier Vendée Globe, qui s'était cassé le bassin et le fémur
lors d'une manœuvre à l'avant au sud de l'Australie. Donc c'était difficile à apprendre quand on était concurrents et pas très loin l'un de l'autre, d'apprendre les difficultés, même si derrière il s'en est bien remis. Ça faisait partie des moments durs à vivre sur un Vendée Globe. Caroline, je te laisse la main. Ronan. Et on parlait, je reviens sur ce que disait Armelle tout à l'heure par rapport aux conditions climatiques, le fait qu'il n'y ait pas d'assistance. Est-ce que toi, tu interviens dans les choix de Clarisse quand vous l'avez en ligne pour l'aider globalement à faire ses choix et son parcours? Non, le Vendée Globe, il n'y a le droit à aucune assistance météo. La seule assistance qu'on peut fournir à Clarisse, c'est si elle a un pépin technique à bord du bateau. Elle peut nous demander des solutions pour répondre à ce problème technique. Mais elle doit fonctionner en totale autonomie, c'est-à-dire qu'à bord, elle a du matériel de rechange, du matériel de spare pour réparer, mais c'est les seuls conseils qu'on peut lui donner, c'est cela. Et il y a eu cette petite question justement de se dire comment vous avez choisi Clarisse. Ça s'est joué sur quoi? Qu'est-ce qui a attiré, le fait que Clarisse serait une super représentante et une super compétitrice? Eh bien, en fait, Banque Populaire voulait donner sa chance à un jeune. Et Clarisse, moi, je l'avais repéré un peu pour ses talents de communication et ses performances sportives sur ces petits bateaux de 6,50 m que sont les bateaux de la Mini Transat. Et elle a fait deuxième de cette course. Et je trouvais que c'était vraiment chouette d'avoir quelqu'un qui puisse et à la fois nous raconter ses histoires, nous fait vivre vraiment ses histoires et qui soit aussi compétente sur l'eau, même si elle est au début de sa carrière. On pouvait avoir cette chance-là, donc on l'a proposé à Banque Populaire et le profil a séduit tout le monde. Donc, après, Armelle lui a essayé de lui passer le maximum d'expérience en peu de temps, hein, parce que Clarisse, ça fait moins de 2 ans qu'elle fait de l'IMOCA, quoi. Ça fait à peine 18 mois. Et du coup, alors Armelle, la recette du succès, parce que on en a parlé, trois fois vainqueur, sur le cercle réduit, comme l'a évoqué Guillaume tout à l'heure. C'est quoi la recette? La recette, ça dépend un petit peu de chacun, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, d'avoir une bonne équipe aussi. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir le team Banque Populaire derrière nous, c'est-à-dire derrière moi et Clarisse. Donc ça nous met dans les meilleures conditions. C'est vrai que c'est important d'avoir déjà, notamment sur le Vendée Globe, la capacité d'avoir un bateau qui puisse être performant, mais aussi qui puisse terminer la course. Donc ensuite, après, c'est le travail en amont. C'est des heures et des heures passées sur l'eau, des heures et des heures passées à terre. Je me rappelle en 2016, quand on avait préparé ce Vendée Globe, on venait de finir le précédent, donc en 2013, à la 2e place, à 3 heures seulement du premier François Gabard. Et très vite, on s'est remis au travail avec toute l'équipe et Banque Populaire pour repartir à l'assaut de ce trophée. Et ça a été 4 ans de travail avec la construction d'un bateau, les entraînements, la fiabilité, les courses. On a eu aussi de la casse pendant toutes ces courses de préparation, mais ça nous a permis d'entamer, de prendre le départ de ce Vendée Globe vraiment en étant prêt et avec l'objectif de la victoire, et c'est ce qui s'est passé ensuite. Donc il n'y a pas de miracle, hein. Il faut naviguer, il faut s'entraîner, il faut se préparer. Et c'est vraiment un sport professionnel dans tous les domaines aujourd'hui quand on cherche le haut du podium. D'accord. On a une petite question technique sur le fait que le bateau n'ait pas de foil et que ce ne soit pas le même bateau qu'en 2016. Concrètement, les objectifs sur le Vendée Globe, Ronan, pour Clarisse, et puis ton pronostic, elle se situe où? C'est un choix délibéré de ne pas avoir un bateau trop technologique. Notre objectif, c'est avant tout de terminer ce Vendée Globe. Il faut bien se dire que souvent, les Vendée Globe, il y a entre un tiers et la moitié des concurrents qui abandonnent.
On voit de plus en plus quand même que les bateaux sont de mieux en mieux préparés. Pour l'instant, il y a peu d'abandon, mais on va rentrer dans le vif du sujet avec le Sud. Donc Clarisse, on veut absolument qu'elle termine. C'est certainement le gros tronçon qui va y avoir là dans les mers du Sud qui déterminera ça. C'est souvent la météo et les avaries qu'on peut avoir, parce qu'il y a tout le temps des avaries. Tout le monde a des avaries. Le premier du Vendée Globe, aujourd'hui, il a déjà des avaries et donc, c'est cette fiabilité dans le temps. Donc, nous, on a essayé de vraiment baser un projet fiable et on souhaiterait qu'elle fasse entre 10 et 15. Bon, aujourd'hui, elle est 16, elle n'est pas si loin que ça de l'objectif. Et puis, après, avec un peu plus de réussite, elle peut peut-être rentrer dans les 10 et ça serait déjà un super exploit pour elle sur ce premier Vendée Globe avec un bateau qui a quasiment 10 ans aujourd'hui. Alors, on a une petite question sur un pronostic pour la victoire parmi les concurrents. Armel. Moi, j'ai déjà mes pronostics avant départ. Aujourd'hui, je suis plus bon parce que j'avais mis Jérémy Veillou, mais malheureusement, Jérémy a dû faire demi-tour et repartir des sables avec quasiment 9 jours de retard. Donc, même s'il va pouvoir rattraper voilà, pas mal de concurrents, et la victoire sera bien sûr très très difficile. Donc aujourd'hui, on voit Charlie Dalin qui a pris la tête de la course et qui se positionne comme l'un des favoris. Donc je mettrais Charlie Dalin peut-être aujourd'hui peut-être le mieux placé pour la victoire. Maintenant, comme disait Ronan, on est qu'au début. Hein, ça fait 2 semaines et demie qu'ils sont partis. Il va en reste encore 6 ou 7 pour les concurrents. Donc la route va être très longue et il va se passer beaucoup de choses. Et sur Virtual Regatta, alors, ta participation, Armel, est-ce que tu vas la gagner? Parce qu'a priori, on a un des gagnants, un des collaborateurs avec nous qui est proche de toi et une collaboratrice qui est devant toi. Oui, alors je vois qu'il y a énormément de gens qui participent à cette Virtual Regatta. Je crois qu'on a dépassé les 900 000 participants depuis hier. Je pense qu'on va atteindre le million d'ici la fin de semaine ou la semaine prochaine. Donc c'est une vraie émulation et c'est sympa de pouvoir côtoyer tous les gens qui participent, que ce soit des spécialistes de la voile ou autres. Donc là, ça va être difficile de gagner. Hein. Là, pour le coup, il y a vraiment des très spécialistes de ce jeu, très grands spécialistes de ce jeu qui y participent tout le temps. Moi, je l'ai fait parce qu'il y a le confinement actuellement, donc c'est vrai que j'avais l'occasion d'y participer un petit peu et que la météo était intéressante stratégiquement pour le faire. Je ne sais pas si je serai aussi assidu dans les semaines à venir et avec notamment la mise à l'eau qui va se rapprocher. Mais en tout cas, c'est sympa de voir qu'il y a plein de collaborateurs Banque Populaire qui y participent. Et tant mieux s'il y en a qui sont devant. On va dire que la route est encore longue aussi pour la Virtual Regatta. On n'est pas encore arrivé dans les mers du Sud et ce n'est pas simple au niveau de la météo. Et alors, justement, là, c'était une petite question, c'était un petit clin d'œil. Confiné en mer ou sur terre? On est confiné à terre. Hein. C'est sûr que là, pour le coup, les marins du Vendée Globe sont un peu favorisés, en tout cas sont chanceux, ils le disent, hein, d'être confinés sur leur bateau, c'est eux qui l'ont choisi. C'est une vraie chance et ils en profitent, même si c'est pas tous les jours facile. On espère qu'on va pouvoir, nous, de notre côté, retrouver une activité plus normale dans les mois à venir. Aujourd'hui, on a cette chance, c'est que notre entreprise et le Team Populaire continue à fonctionner normalement avec le chantier qui n'a pas ralenti. Et moi, en tant que sportif professionnel, j'ai la capacité aussi de m'entraîner relativement normalement, bien sûr en respectant les gestes barrières, ce qui n'était pas le cas, par exemple, pendant le premier confinement. Alors, les dernières questions. Nous avons une petite question sur les caractéristiques des mers du Sud. Qu'est-ce que ça peut changer ou apporter? Les caractéristiques des mers du Sud, Oui. ça va être des conditions beaucoup plus compliquées. Hein. Il faut imaginer qu'ils vont enchaîner les dépressions qui vont leur amener du vent relativement fort et surtout du vent portant. Donc ça va aller vite. Donc ça va être la capacité à tous les marins de trouver justement leur rythme à bord et de savoir jusqu'où ils pourront mener leur potentiel du bateau
dans des vitesses élevées, avec un rythme qui va être assez oppressant tous les jours parce qu'il va faire froid, ça va être humide, le ciel est toujours gris, on voit pas grand-chose. Maintenant, c'est des conditions où ça va vite, donc ça peut être aussi plaisant, mais ça peut user aussi physiquement, mentalement. Donc, on verra. Il y aura sûrement des surprises aussi pour tous ces marins. Ça va durer presque un mois. La délivrance, pour ceux qui ont vécu ça difficilement, ce sera le Cap Horn, ou en tout cas un peu après le Cap Horn. Mais c'est des moments assez fantastiques à vivre pour les marins parce qu'on y va peu souvent dans ces mers du Sud. Ils vont rencontrer les albatros, ils vont avoir des nuits très courtes. Et c'est voilà, une vraie opportunité pour tous ces aventuriers de retrouver les mers du Sud. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, pour ceux qui l'ont jamais vécu, ça va être là pour le coup la grande aventure. D'accord, merci. On a tu penses qu'on te reverra faire un Vendée Globe? Je sais pas. Pour l'instant, ce sera pas en 2024 parce qu'on a un programme assez chargé avec l'Ultime et c'est vrai que on a notamment le Tour du Monde en solitaire 2023, donc avec ces bateaux qui partira de Brest. Et moi, c'est vraiment le challenge avec le team pour être au départ de ce fabuleux Tour du Monde. C'est la marche encore plus haute à franchir, faire un Tour du Monde en solitaire en Ultime, j'ai jamais fait, le faire à la voile en 40 jours, un peu plus, c'est un gros challenge, une grosse préparation. Donc voilà, on va déjà se préparer pour ça, travailler pour ça dans les mois et les années à venir. C'est vraiment déjà une super chance pour nous d'avoir ce projet-là avec Banque Populaire. D'accord. Et la dernière question qu'on vient de nous poser, si la voile au large devient olympique en 2024, est-ce que vous êtes motivé pour vous lancer dans un défi olympique en duo mixte, voilà, dans les plus belles mers du monde? Pardon. On l'espère, oui. A priori, il y a de grandes chances que l'épreuve de duo mixte au large soit validée donc pour Paris 2024. Ça aura lieu bien sûr à Marseille, donc dans cette belle rade pour toutes ces épreuves. Ce sera une épreuve marathon de voile. Pourquoi pas y participer? En tout cas, déjà, on fera tout le maximum pour accompagner le meilleur duo mixte qui sera choisi pour représenter la France et bien sûr garder, on va dire, ses capacités d'être la nation la mieux représentée dans la course au large. Donc, bien sûr, viser la médaille d'or, ce sera très important pour tous les marins français. C'est l'objectif de la Fédération française de voile notamment. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le grand tour de toutes les questions. Guillaume? Oui, j'ai l'impression. Il y a des Ouais. demandes d'embauche pour Ronan, Oui, mais j'ai vu. qu'on transmettra de recherche de stagiaires. Ah oui, la brûlure de Clarisse. On n'a pas parlé de la brûlure de Clarisse. Elle va mieux, j'imagine. Écoutez, on lui a posé la question fin de semaine dernière. Ça n'est plus qu'un mauvais souvenir. Elle a eu très peur sur le coup. Et voilà, ça fait. Même les accidents ménagers peuvent avoir lieu à bord des bateaux. Il faut être prudent. D'accord. Et on avait une dernière question. Ah non, il y en a plusieurs. Il y en a une pour Armel notamment, Ouais, qui était la question sur qu'est-ce que tu préférais en navigation et Ouais. comment tu cherchais à t'améliorer. C'est la Bourgogne qui cherche à te rattraper, à te faire revenir chez elle, Armel. Attention. Qu'est-ce que je préfère en mer? Simplement de naviguer. C'est vrai que on va avoir l'opportunité de renaviguer sur un ultime, c'est vraiment fabuleux. C'est des machines incroyables. On va le faire d'abord en équipage, donc on va avoir de beaux challenges, et puis ensuite en double et après en solitaire. Donc non, c'est vraiment un grand plaisir, mais aussi un grand professionnalisme pour pouvoir maîtriser ces bateaux. Ça demande énormément de travail, d'attention et de concentration pour réaliser les objectifs à venir. Armel, une question pour toi. Quelle était ta plus grosse avarie et quelle était la plus grosse blessure que tu as pu avoir? Alors, la plus grosse avarie, sur le Vendée Globe, peut-être? Ouais. Oui, restons sur le Vendée Globe. Ouais. Sur le Vendée Globe, il y en a eu plusieurs. Jamais, heureusement, j'ai eu la chance qu'aucune avarie m'a empêché de terminer le Vendée Globe. C'est vrai que sur le dernier Vendée Globe en 2016 avec Banque Populaire,
on a eu un souci au niveau des hooks. Donc, on en a un petit peu parlé cette année encore. Certains bateaux, malheureusement, ont d'autres soucis sur ces pièces-là. Donc, ça m'a empêché d'utiliser notamment une voile à partir du milieu du parcours jusqu'à la fin. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Heureusement, ça n'a pas engendré de contre-performance pour le bateau. Donc voilà. Et puis après, c'était quoi la question? C'était la plus grosse peur? Non, je ne sais plus quoi. J'ai oublié. Blessure. La plus grosse blessure. Bah là aussi, heureusement, j'ai pas eu trop de grosses blessures parce que ça m'a pas empêché de terminer les courses. On prend beaucoup de chocs sur les bateaux. Donc de plus en plus, on porte des protections, voire même un casque quand ça va très vite avec ces bateaux de plus en plus rapides. Maintenant, c'est plus des soucis de dermato qui sont gênants pour les marins, notamment en ce moment où quand il fait très chaud. Voilà, on peut avoir pas mal de petits boutons qui poussent un peu partout. C'est pas très agréable, ça empêche de dormir, d'être à l'aise. Donc, il faut faire attention à ça aussi quand on est à bord et se soigner, ou en tout cas faire de la prévention, pas attendre que les problèmes arrivent. Alors, une autre petite question sur est-ce que l'on sait qui sera ton équipier en double? Eh non, on ne sait pas encore, moi non plus. J'ai une petite idée sur une petite shortlist. On a parlé un peu avec Ronan, mais voilà, on a encore quelques semaines pour décider qui m'accompagnera sur la Transat Jacques Vabre. En tout cas, cette personne sera sûrement avec nous déjà pour la mise au point et les entraînements dès le mois de mai, donc à Lorient. Donc, il faudra bien surveiller l'ensemble des vidéos qui sortiront pour trouver qui est cet individu. C'est ça. Une dernière question. Le Vendée Globe, où on retrouve beaucoup de navigateurs français. Et la question est de savoir, mais que se passe-t-il dans les autres pays? Est-ce qu'il y a des navigateurs? Est-ce que personne ne veut se lancer dans cette fabuleuse aventure du Vendée? Un avis? Bah non, mais cette année, il y a quand même pas mal d'étrangers, hein, même s'ils ne sont pas en majorité. On avait Alex Thompson qui était en tête de la course pendant plusieurs jours. On a un Italien, on a un Allemand, Boris Herrmann, Samantha Davis, une Anglaise. On a même un Japonais, Kojiro Shirashi. Donc, il y a quand même plusieurs nationalités. C'est vrai que le solitaire, la course au large en solitaire est une spécialité française. Mais de plus en plus de nations se développent un petit peu dans ce monde-là, dans ce sport-là. Donc, on ose espérer qu'il y a encore plus d'étrangers, de nations étrangères dans la course au large. C'est vrai que le fait que justement il y ait en 2024 une épreuve de course au large en duo mixte aux Jeux Olympiques, ça va peut-être encore plus ouvrir la course au large à toutes ces nations. Donc voilà, on peut imaginer, pourquoi pas un jour d'avoir un étranger qui gagne le Vendée Globe. Ça pouvait être le cas avec Alex Thompson qui vient de repartir, donc peut-être il peut encore gagner le Vendée Globe. Donc tout est possible. Non. Guillaume, quelque chose à rajouter? Merci, messieurs. Ouais, merci, moi aussi, un grand merci de vous être libérés et d'avoir pu offrir aux collaborateurs ce petit moment d'échange. Et puis, bah, voilà, à part mille merci et Armel, on espère te voir très très vite sur l'eau. Avec ce super nouveau bateau. Ronan, merci aussi. Merci pour tout ce que tu fais pour le team. Hein. Voilà, soyons reconnaissants et on te dit merci et bravo. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. à tous. Merci beaucoup. Merci.